Europe 1, 11h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez. On va donc parler de notre santé digestive ce matin et pour cela nous avons fait appel à un spécialiste du sujet. Bonjour docteur Jean-Jacques Reynaud. Bonjour. Vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Alors docteur, ce qui est bon, c'est pas un sujet sexy, c'est sûr, mais ô combien concernant l'intestin irritable. Est-ce que c'est une maladie qui concerne beaucoup de monde? Parce qu'on a l'impression qu'on connaît tous quelqu'un autour de nous qui a ce fameux intestin, côlon irritable. Ça concerne quelle part de la population en réalité? Ça concerne plusieurs millions de personnes, 10-15% de la population, et il y a beaucoup de personnes qui n'avouent pas leur intestin irritable. Je sais qu'il y a une association qui cherche une icône, une actrice ou quelqu'un pour représenter, et on ne trouve pas, quelqu'un qui puisse être iconique pour représenter l'intestin irritable, parce que personne ne va avoir cette étiquette d'intestin irritable. Mais il y a quoi derrière intestin irritable surtout, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de choses. En réalité, il y a un grand sac dans lequel le gastro-entérologue met tout ce qu'il ne peut pas expliquer. Donc ça peut être des patients ballonnés, des patients douloureux, des patients diarrhéiques et des patients constipés. Donc vous voyez, ils se ressemblent même pas entre eux. Et on met tout ça dedans parce que finalement, on sait ce que ce n'est pas, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors après, scientifiquement, on voit que la flore est modifiée, la motricité est modifiée. Il y a vraiment une maladie intestinale, ce n'est pas une maladie psychiatrique. Mais on met dedans des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres finalement. Et justement, qui sont, alors bien, j'ai bien compris que ça allait de symptômes vraiment A, des symptômes D, enfin il y a des symptômes très divers, mais c'est plutôt des femmes, plutôt des hommes. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est plus concernée en général par ce syndrome? On peut l'avoir à tout âge. Il y a même une étude qui a été menée chez l'enfant et qui a montré que l'intestin irritable pouvait même avoir un impact sur les études et sur le devenir futur des gens. Wow. Donc on peut l'avoir chez les enfants. Peut-être que les tanguis ou les mollassons dont on parlait tout à l'heure, ils ont un intestin irritable aussi, c'est possible aussi. Une étude s'impose. Et puis on peut le voir dans tout sexe. Mais c'est vrai que les femmes consultent plus que les hommes parce qu'elles sont plus gênées ou peut-être elles sont plus intéressées par tout ce qui est fonctionnel que l'homme, qui lui, tant que c'est pas une maladie vraiment organique, l'hypertension, le diabète, ça l'intéresse finalement assez peu, il s'écoute moins que la femme. Mais globalement, on le voit dans tous les sexes et c'est de gravité très très variable. Et c'est quoi les symptômes ? Très clairement. Comme je l'ai dit, ils sont très variables. Ça peut être des douleurs qui sont augmentées par le stress, augmentées par les aliments, on est plus calme pendant les vacances. Ça peut être des troubles du transit, ça peut être des ballonnements. Mais on peut avoir des associations de symptômes les uns avec les autres ou un symptôme isolé finalement. Donc quand on a mal au ventre, potentiellement, ça peut être ça. Oui, mais on a tous expérimenté le mal au ventre. Il faut que le mal au ventre se déroule sur une période plus longue pour dire que c'est un intestin irritable. Tout le monde a eu mal au ventre pendant 1 ou 2 jours, c'est pas très grave. Est-ce qu'on peut dire que l'intestin irritable, le côlon irritable, c'est une vraie maladie? Est-ce qu'on peut dire ça? Parce qu'on a quand même l'impression que les gens concernés, vous l'avez dit, bon, les femmes consultent plus que les hommes, mais il y a des gens qui parfois errent pendant des années, voient des tas de médecins, font des tas d'examens, et j'ai l'impression que même le corps médical nie un peu cette pathologie. Alors, non, c'est une vraie maladie, il y a des critères diagnostiques qui sont les critères de Rome, qui sont revisités régulièrement, donc c'est une vraie maladie. Le seul problème pour cette maladie, c'est qu'on n'a pas de test diagnostique. Un peu comme pour le Covid, où on dit, voilà, on vous teste, vous l'avez, vous l'avez pas. On ne peut pas dire que vous avez le côlon irritable. Voilà, vous avez le côlon irritable. C'est un diagnostic qu'on appelle d'élimination. Il faut éliminer le reste. Une fois qu'on a éliminé le reste, on s'intéresse à ça. C'est pour ça qu'en fonction de l'âge, on est plus ou moins gourmand d'examens. Chez le jeune, on ne fait pas beaucoup d'examens. Et à partir de 40-50 ans, on a plus de hantise, du cancer, de maladies graves, on en fait plus. Et puis, il vient un moment où il faut s'arrêter de faire des examens. Dire maintenant, on sait que vous avez ça, on arrête. Il faut savoir que poser un diagnostic, c'est difficile parce que les patients, ils veulent avoir le test qui le prouve. Et donc, le patient est demandeur d'examen, le médecin peut se tromper de demandeur d'examen, et on a des patients qui arrivent avec des valises entières d'examen, alors que... Et tout est normal, on est d'accord, ces examens sont normaux. Tout est normal, en ce général. qui désespère encore plus le patient. Je souffre et j'ai des examens normaux, on ne reconnaît pas ma maladie. Alors justement, puisque c'est difficile à diagnostiquer, ceux qui souffrent du côlon irritable, qu'est-ce qu'ils vous racontent en termes de douleur? Ça ressemble à quoi? Je sais pas, ça brûle, ça pique, on a des spasmes. Alors, c'est plutôt, on peut voir beaucoup de choses. On peut avoir des brûlures, on peut avoir des douleurs spasmodiques. Ce sont des douleurs qui peuvent être favorisées par les repas, qui vont se balader tout le long de l'intestin. L'intestin, c'est un U, donc ça part du bas, ça remonte jusque sur l'estomac, et souvent les gens se plaignent de l'estomac, alors que c'est le côlon qui fait mal, et ça redescend jusqu'à droite, là où il y a l'appendice. Donc finalement, ça suit un peu les choses. Et puis, bien sûr, ça peut être rythmé par le stress, par l'alimentation, mais pas forcément. Donc le diagnostic, finalement, il n'est pas compliqué à porter, mais il vient un moment où il faut que quelqu'un le porte et s'y tienne, et qu'on arrête de faire des examens inutiles, de stresser les gens, qu'on leur dise, voilà, vous avez une maladie, on sait ce que c'est, on va s'occuper de vous. Et vous dites les hommes en particulier ne consultent pas toujours, ou mettent des années avant de consulter, parce que c'est tabou, faut dire ce qui est. Est-ce qu'ils sont gênés, les patients, quand ils viennent la première fois, avec ce que vous allez, on va dire, dans les jours d'après diagnostiquer, mais ils ont du mal à parler de leur sel, de tous ces trucs-là, c'est tabou non, encore? Généralement, quand ils viennent me voir, ils ont un tel parcours, ils sont désespérés. Qui sont tellement désespérés
espérer qu'ils sont contents qu'on les écoute. Et au contraire, ils parlent assez librement de leurs symptômes. Mais peut-être que la première consultation avec le généraliste est un peu plus compliquée. Bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose qui s'aggrave avec les années ? Alors, ça peut s'aggraver avec le temps, mais c'est plus ça peut s'aggraver si la prise en charge n'est pas adéquate. Parce que quelqu'un qui erre de médecin en médecin, qui va d'examen en examen, de malentendu en disant, vous savez, c'est dans la tête, ce n'est pas grave, ce n'est rien. Il faut savoir que la qualité de vie de quelqu'un qui a une colopathie sévère est voisine de la qualité de vie de quelqu'un qui a un cancer. Donc ils ont une très mauvaise qualité de vie. Et ils ne sont pas entendus. Personne ne s'intéresse à eux. Le gastro-entérologue fait une coloscopie, il lui explique, moi, ma colo est normale, allez voir ailleurs. Le généraliste lui explique, moi, j'ai pas le temps, je suis désolé, je suis pas spécialiste. Et donc, il erre un peu et c'est compliqué pour eux. Ouais, c'est dingue. Hein. Donc, comment le savoir qu'on l'a, cette maladie, la colopathie sévère ? C'est très intéressant. Merci, docteur Hainaut. On n'en a pas fini avec vous. Nous allons continuer ce point très complet sur cette maladie bien plus fréquente qu'on ne l'imagine, le syndrome de l'intestin irritable. Alors, justement, comment fait-on le diagnostic ? Quelles sont les causes de ce mal ? On vous explique tout ça dans quelques minutes sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission bien-être tous les matins. Et pour être bien dans ses baskets, évidemment, la santé a une place primordiale. Et ce matin, on prend soin de notre ventre, précisément avec le docteur Jean-Jacques Hainaut. Vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Alors, docteur, l'intestin irritable, la colopathie fonctionnelle, c'est notre thème du jour, étant donné que les symptômes sont d'ordre digestif et que les gens sont très gênés de parler de tout ça. Est-ce que ça vous arrive souvent que, en fait, les patients arrivent avec un diagnostic qu'ils ont trouvé sur Internet ? Ça arrive, mais le plus souvent, ils me sont référés par des médecins généralistes ou quelquefois ils viennent d'eux-mêmes. Mais ils ont leur diagnostic, mais finalement ils demandent à ce qu'on le confirme, à ce qu'on les rassure, à ce qu'on les écoute, parce qu'ils ne sont pas écoutés. Il faut savoir qu'une consultation de médecine, ça prend un quart d'heure, une consultation de colopathie fonctionnelle, ça prend 1 heure. Ah oui, donc il faut passer du temps. Alors justement, vous dites qu'ils viennent pour que vous leur confirmiez. Vous avez dit qu'il n'y avait aucun test pour le faire, donc vous faites comment pour confirmer ça ? On applique les critères de Rome qui sont des critères diagnostiques et on vérifie en fonction de l'âge et des symptômes d'alarme ou l'absence de symptômes d'alarme. Critères de Rome, pour nos auditeurs, c'est une grille. C'est une grille, on vérifie que ça rentre dans la grille. C'est ça. Et après, on vérifie en fonction de l'âge et des critères d'alarme si les examens pour éliminer autre chose ont été faits. Et puis il vient un moment où on dit maintenant voilà, le diagnostic on l'a et on arrête là les examens si les symptômes sont égaux par ailleurs. D'accord, donc en fait vous nous avez dit tout à l'heure que certains passent des coloscopie et ça donne rien, mais c'est pareil pour la fibroscopie ? C'est pareil. Alors, ça va dépendre des symptômes, mais c'est vrai que le plus souvent, ce qu'on fait comme examen, après, ils sont adaptés à chaque personne. C'est une coloscopie, on va voir l'intestin, puisque c'est de l'intestin irritable, c'est normal. Souvent, on va voir l'estomac pour vérifier parce qu'il y a des superpositions, ce qui se passe. On peut faire des radios, plutôt des scanners que des échographies, parce que l'échographie ne voit pas bien le tube digestif. Et après, il y a des examens plus ou moins ciblés sur l'allergie au gluten ou autre chose, en fonction des symptômes ou du contexte. Alors, on est d'accord, la colopathie fonctionnelle, l'intestin irritable, le côlon irritable, c'est très gênant, très handicapant. Ça, on vient d'en parler, il y a beaucoup de symptômes, mais ce n'est jamais grave, ça, on est d'accord ? C'est pas grave, si, puisque c'est grave parce que... Ça ne va pas dégénérer en cancer digestif ou je ne sais c'est grave parce que, pas médicalement, mais socialement. Parce que les gens ne vivent plus, les gens ont du mal à travailler, ont du mal à faire des études, ont du mal à vivre, ils divorcent souvent aussi. Enfin, c'est grave socialement, c'est pas grave médicalement. Médicalement, c'est pour ça que les médecins ne sont pas passionnés par ce genre de choses, parce que pour eux, entre guillemets, ce n'est rien. D'accord. Alors, apparemment, aujourd'hui, des sociétés proposent d'analyser notre microbiote fécal pour nous dire dans quel état de santé sont nos intestins. Est-ce que ça a un quelconque intérêt selon vous ? Alors, le microbiote, on est pour l'instant à l'âge de pierre du microbiote. Analyser le microbiote, pour l'instant, on le fait, il y a des critères scientifiques, mais dans la vie quotidienne, ça ne va rien amener à la personne. On ne peut rien en faire derrière. On ne peut rien en faire derrière. Voilà. On en fera quelque chose plus tard, bientôt, sûrement, lorsque déjà on aura des traitements probiotiques adaptés et qu'on aura vraiment des certitudes. Donc, en science, le microbiote, c'est passionnant, c'est l'avenir. En pratique courante, ne faites pas tester votre microbiote, c'est pas remboursé, ça va coûter cher et ça ne va pas aboutir à un traitement particulier. Et pour cet intestin irritable, notre sujet du jour, ça n'a pas d'intérêt particulier non plus. Ça a un intérêt sûrement, mais à l'heure actuelle, ne sert à rien de le faire analyser. Quel est le rôle justement, parce qu'on parle de flore intestinale, là, de microbiote dans le développement de ce symptôme ? Est-ce qu'on a quand même, d'un point de vue scientifique, on a bien compris qu'en pratique, ça ne voulait pas encore dire grand-chose, mais est-ce qu'on sait s'il y a des anomalies de ce côté-là, justement ? Oui, il y a des anomalies. Il y a certaines bactéries qui sont plus fréquentes chez les personnes qui ont un intestin irritable. Il faut savoir que ces bactéries peuvent créer de la fermentation, des troubles du transit, et même peuvent créer une inflammation locale. Donc, vous voyez, on passe d'une maladie, entre guillemets, fonctionnelle, où on a l'impression qu'il ne se passe rien, à quelque chose où il se passe une inflammation locale, des troubles de la motricité. Voilà. Alors, c'est pas
pas la maladie inflammatoire comme le Crohn ou le RCH. Mais il se passe des choses et le microbiote est sûrement une voie d'avenir et de recherche. Il y a un protocole à l'heure actuelle sur l'hôpital Avicenne. On va faire la transplantation fécale chez les patients qui ont une colopathie fonctionnelle. Donc, vous voyez, C'est en gros, transformation fécale, c'est greffer du bon microbiote de quelqu'un qui est en bonne santé. On va changer un microbiote qui fonctionne mal par un microbiote qui fonctionne mieux. Mais là aussi, on est dans la science. On n'est pas dans la prise en charge médicale. C'est expérimental. Alors, est-ce que on sait d'où ça vient en fait Qu'est-ce qu'il y a comme cause de l'origine du syndrome du côlon irritable? Est-ce que ça paraît brutalement? Est-ce que ça progresse? Comment ça se passe? Alors, ça peut apparaître après différents problèmes. Par exemple, ça peut apparaître après une gastroentérite. Il y a des gens qui font une gastroentérite et après la gastroentérite, il se passe quelque chose. On ne sait pas trop quoi, et on peut avoir un intestin irritable après. Après, ça peut apparaître après un événement de la vie, après un deuil, après un stress. Ah oui. Ça peut apparaître comme ça. Et puis, quelquefois, ça apparaît comme ça sans qu'on sache pourquoi. Et il y a même des familles de gens qui ont l'intestin irritable. Et moi, quand je vais à des congrès, on me demande est-ce qu'il y a un gène du côlon irritable? Non, il n'y a pas de génétique. Par contre, il y a un mode de vie qui peut peut-être favoriser l'intestin irritable, un mode de nourriture. Lesquels? Voilà. Alors, justement, on va passer la partie entre guillemets prise en charge, mais l'alimentation joue-t-elle un rôle? Au niveau régime, les patients traquent la nourriture en sachant que chaque fois qu'ils ont mal, ils recherchent l'aliment qui a déclenché les choses. Et puis à force de faire ça, on les voit un an plus tard, ils mangent plus rien parce que chaque fois qu'ils ont mal, il y a un aliment qui s'est passé. Ils ont des carences donc peut-être même. Après, ils peuvent carencer ou même perdre du poids s'ils le poussent à l'extrême, ce qui est rare. Mais ils savent plus quoi manger, ils s'aperçoivent qu'ils se sont interdits beaucoup de choses qui finalement n'étaient pas interdites. Donc il n'y a pas d'interdit. Il y a un régime à l'heure actuelle qui est assez à la mode et qui est sûrement plus intelligent que les autres, qui est le régime FODMAPS, où on élimine les sucres qui fermentent. Et en faisant ce régime pendant 15 jours, si ça marche bien, il y a des gens qui peuvent en tirer un bénéfice avec une réintroduction progressive. Alors mais il ne faut pas FODMAPS, forcément ça appliquer à s'écrit tout le monde. FODMAPS. Il y a peut-être 2 P d'ailleurs. Et c'est quoi ces aliments donc, Alors, qui à sucre qui fermentent? Alors, ce sont des oligosaccharides. Donc, on le trouve dans le lait, par exemple. On le trouve dans les céréales. C'est pour ça que des gens pensent être allergiques au gluten alors qu'ils ne sont pas allergiques au gluten dans les céréales. Mais ils sont intolérants au sucre des céréales. On le trouve dans certaines légumineuses. On le trouve dans le chou-fleur. On le trouve dans la pomme. On le trouve dans beaucoup de choses. Et donc, il faut en manger suffisamment pour avoir des symptômes. Si on en mange de temps en temps, ce n'est pas une allergie, il ne se passe rien. D'accord. Et on a la liste. On a la liste, oui, il y a des listes. On peut trouver la liste des aliments à éviter. On peut le trouver sur Internet. Moi, je la distribue parce que c'est des listes simples, avec des aliments déconseillés, des aliments conseillés à la place. Et on peut garder une alimentation équilibrée en suivant ce régime sans FODMAP. Il faut garder une alimentation justement équilibrée. Et ce qu'il faut faire, c'est pendant 15 jours, essayer de repérer les aliments qu'on consomme en grande quantité, essayer de les supprimer s'ils sont dans la liste. Et après, au bout de 15 jours, si ça marche, on réintroduit progressivement. En somme, il ne faut pas carencer les gens, ni rentrer dans un carcan trop étroit. Et si ça ne marche pas, on abandonne. Ça veut dire que vous n'appartenez pas aux colopathes qui répondent aux FODMAPS. D'accord, mais en tout cas, ce n'est pas à vie, a priori, ce régime sans FODMAP. Non, alors ce n'est pas à vie. Par contre, si on identifie le lait, par exemple, des problèmes avec le lait, il y a des personnes qui tolèrent bien le lait dans l'enfance et à l'âge adulte le tolèrent plus mal et qui vous disent qu'au-delà de 2 verres de lait, ça se passe mal. Et dans ces cas-là, on ne doit pas l'éviter à vie, mais il vaut mieux l'éviter si on veut se sentir bien. Mais si lors d'un repas on veut en manger, il ne se passera rien. Le lendemain, on sera un peu patraque, c'est tout. D'accord. Et puis, je crois qu'on peut remplacer le lait de vache par on peut remplacer par du lait sans lactose et des choses comme ça, tout à fait. Et en sachant quand on interdit le lait, on n'interdit pas le fromage, les yaourts ou les choses comme ça de manière définitive. Après, ça doit s'adapter à chaque personne. C'est un régime assez difficile à suivre, c'est les Australiens qui l'avaient lancé, et quand ils voulaient vraiment le faire, il n'y a que 20% qui arrivaient à le suivre correctement, vous voyez. Donc c'est pas la panacée non plus. Mais ceux qui arrivent à le suivre, ça leur donne des résultats dans votre patientèle, par exemple, ce régime sans FODMAP? C'est pas du 100%, c'est-à-dire on va dire qu'il y a un tiers des gens qui en tirent un bénéfice, et les 2 tiers qui n'en tirent rien, et donc faut pas les persécuter, et ils ont déjà la colopathie, en plus on va pas leur coller un régime astreignant. Dans les cas de colopathie les plus sévères, parfois c'est le simple fait de manger qui est associé à des douleurs. Est-ce que le jeûne, de temps en temps, pourrait être intéressant pour ces patients? Alors le problème, c'est que le jeûne devient un vrai problème parce que ces patients ont bien identifié, pas tous, qu'en mangeant, ils allaient un peu plus mal. Et donc, ils essayent de manger de moins en moins et ils sont pas bien parce qu'ils perdent du poids, ce qui inquiète encore plus le médecin, parce que quelqu'un qui perd du poids médicalement, c'est inquiétant. Donc, le jeûne, oui, mais on va pas rester à jeun et s'arrêter de manger toute sa vie. Donc, c'est une fausse bonne idée. Ouais. Alors, vous leur donnez quoi à ceux qui ont vraiment mal? Vous avez des traitements quand même? Oui. Alors, c'est quoi? Il y a déjà... On va s'occuper du transit. On va essayer de traiter le transit pour s'associer aux douleurs. Parce que quelquefois, les troubles du transit peuvent favoriser les douleurs. On met ça de côté, on a un douloureux pur, il n'a pas de trouble du transit. On utilise généralement des antispasmodiques. Mais il n'y a pas beaucoup de progrès. Moi, depuis que je fais médecine 20 ans, c'est toujours les mêmes. Après, il y a d'autres choses qui existent,
qui sont de l'hypersensibilité viscérale. Il y a des gens qui ont un intestin sensible. L'intestin vit et se contracte. Normalement, vous ne le sentez pas. Mais il y a certaines personnes qui, dès que l'intestin se contracte, ça crée une douleur. Et donc, on donne des douleurs pour diminuer la sensibilité viscérale. Ouais. Tout à fait, des médicaments. Donc en vrai, il n'y a pas un traitement miracle, un traitement de référence, mais c'est des traitements à adapter à chaque patient. C'est des traitements que vous avez à chaque patient. Et ce que je dis aux patients aussi, c'est des traitements que suivent pendant assez longtemps. Souvent, les patients prennent un comprimé comme un Doliprane quand ils ont mal à la tête. Ça ne marchera pas. Il faut le suivre assez longtemps, pendant 15 jours, 3 semaines, et voir ce qui se passe. Et chaque malade va avoir ce que j'appelle la molécule doudou. Chez l'un, c'est A, chez l'autre, c'est B. Un va vous dire B ne marche pas, A ne marche pas. C'est pas la molécule qui est en cause, c'est la molécule qui n'est pas adaptée à un patient donné. Alors, je voudrais qu'on revienne au microbiote parce que les probiotiques, les prébiotiques ont prouvé leur efficacité dans l'intestin irritable vraiment ou c'est vraiment un truc de marketing parce qu'on en entend parler partout de ces probiotiques, je sais, probiotiques. donc quand on emploie parler partout, vous devez avoir un voyant d'alarme qui apparaît. Quand on vous en parle, c'est que souvent c'est de la publi-information, donc faire très attention. Il y a des études qui ont été faites pour à peu près 3 molécules, des vraies études scientifiques, avec un groupe placebo, un groupe contrôle, des études bien faites, qui montrent que dans certains cas, ça peut apporter quelque chose. Donc ce n'est pas du pipeau, mais il faut utiliser les molécules qui ont fait l'effort de prouver leur efficacité et pas ceux qui ont acheté une page de pub dans tel ou tel journal. Et pour ça, il faut demander à son médecin. Et à son médecin plus qu'à son pharmacien. Je n'ai rien contre les pharmaciens. Merci, le message est passé. Merci beaucoup, Dr Reynaud, pour cet éclairage sur notre santé digestive et plus précisément sur ce syndrome de l'intestin irritable. Bonne continuation et à bientôt. Merci pour vous. Merci beaucoup, docteur. À présent, Julien, on va basculer vers la séquence tendance de Bienfait pour vous. Il y aura d'abord de la gastronomie avec le chef Abdel Alaoui et ses meilleurs conseils pour apprendre à réaliser parfaitement une marinade. Vous pouvez d'ores et déjà enfiler vos tabliers. Ensuite, Elsa Lévy nous parlera de ses supporters d'un nouveau genre, les supporters green. En gros, ils aiment le sport, mais aussi la planète. Elle nous dira tout. Et enfin, avec notre coach sportif, Jean-Marc Delorme, on va voir ce qui est tendance, c'est de faire du sport au bureau. Je ne sais pas si c'est faisable dans tous les métiers, mais en tout cas, dans ce studio, il y a de la place, hein, Julien. Alors, donc, oui, on va s'y mettre. On va tester sur Europe 1.